Bonjour, midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. En rupture de stock depuis plus de 2 mois, le Valium injectable. Inquiétude chez les accompagnants de malades. Nous avons fait un tour au service psychiatrique de l'hôpital Fann. Au centre de santé de Kédougou, pas de médecin chef de district, une salle d'urgence de 3 lits seulement et qui menace ruine. Ajoutez-y des médecins qui désertent le centre toutes les après-midi. Cri du cœur des Kédouvans dans ce grand journal. Le CNCR contre la décision de l'État de ne pas subventionner le prix de l'arachide. L'organisation paysanne dit non à un prix aux producteurs inférieur à 210 francs et réclame aux autorités le restant de la dette due aux huiliers. Affaire Petrotim, les auditions reprennent face au doyen des juges aujourd'hui. Le country manager de Cosmos et le représentant de BP au Sénégal. Les actualités internationales, Georges Déthié-Diop. En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution remet ça. Marche contre un 3e mandat pour Alpha Condé. Nous serons en direct avec les responsables du FNDC. Au Burkina Faso, un parti d'opposition suspendu pour 3 mois. Le FPR, le Front patriotique pour le renouveau. Le parti réclamait la démission du président Kaboré et de son gouvernement. Développement à partir de midi et quart. Les sports, Cheikh Tidiane Diagne. Basketball féminin, début du tournoi pré-qualification olympique ce jeudi à Maputo, c'est au Mozambique. Les Lions vont découdre avec l'Angola à partir de 16h. Vous entendrez la capitaine d'équipe Mamarissi dans ce journal. Nous aurons aussi à parler du Tour cycliste du Sénégal, la 4e étape, un circuit fermé, Sali, Plateau, Dias, Gaparo, long de 137 km. Et sans doute, nous parlons football avec la suite des rencontres de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. À la technique de ce grand journal, il y a Alun Ba, toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Valium injectable est en rupture de stock depuis plus de 2 mois au service psychiatrique de l'hôpital de Fann. Les accompagnants des malades sont dans un désarroi total. Reportage Salimata Aoua. Un service psychiatrique de l'hôpital Fann. Les couloirs sont vides. Un des accompagnants se renseigne sur l'état de santé de son frère. Des écouteurs à l'oreille gauche, ce jeune homme attend l'heure des visites pour voir son frère. Il confirme la rupture du Valium injectable, un médicament incontournable pour son traitement. Valium 3. Mais boobu noonu nag tamit xam naa daal boobu daal lan bind mais nee nañ dafa manqué war nañ ko dem nañ Gigon dem nañ fu ne mais amagul xam naa nag bon. Sur l'avenue Cheikh Anta Diop, dans cette grande pharmacie, le Valium n'est pas disponible. Amul. Largati. Continuer am na. Valium bi kañ lay am. Même son de cloche dans cette autre structure. Ban Valium 10 mg. Comprimé wala injectable. Injectable. Amul sa rupture la. Injectable rupture générale. Ah boobu injectable la. Rupture la dafa def rupture amul si bu si sax bi nga doon remplacer sax amul. Les parents des malades demandent aux autorités de réagir car ils n'ont pas les moyens d'aller se soigner en Europe. Ñu dimbali ñu rek ba képp ku bëgg a faju garab yi nga bëgg a am pour faju nga mën koo am parce que comme que ñoom tooguñu ci réew mi pour fajoo fi ñun ñi nga xam ne ay néew gi doole lan nekk ci réew mi di fi fajoo te war fee fajoo. Voilà qui est bien dit. La pharmacie nationale d'approvisionnement confirme la pénurie de Valium injectable, mais ce n'est pas à leur niveau. La PNA a introduit les demandes, mais c'est la signature de l'autorisation d'exportation qui tarde. Dr Sorna Gaye, chef de service de gestion des stocks à la PNA, est jointe par Salimata Awa. Depuis 2 mois, le Valium injectable est en rupture. Au niveau de la PNA, par péremption. Depuis le mois de mai, on a eu un stock qui était périmé. Certainement, c'est parce que c'était disponible dans les officines privées et que quand les gens s'approvisionnent dans les officines privées, nous, nos stocks est là, nos stocks attendent. Maintenant, malheureusement, quand le stock des officines était épuisé, nous, le stock qu'on attendait, qu'on avait été en péremption. Mais quand bien même, on avait pris des mesures conservatoires, parce qu'on avait passé déjà la commande et comme c'est un produit à réglementation, il fallait l'autorisation d'importation qu'on avait déjà
envoyer à notre fournisseur pour une livraison. C'est seulement avec la réglementation aussi. Il faut que le fournisseur ait l'autorisation d'exportation au niveau de son pays pour qu'on soit livré. Donc, c'est cette livraison que nous attendons au niveau de la PNA. On avait déposé 2 autorisations pour le comprimé et pour l'injectable. Le comprimé est déjà arrivé. Et le fournisseur, il attend au niveau de son pays l'autorisation d'exportation pour l'injectable. Parce qu'il faut une autorisation d'exportation pour chaque forme. Mais toutes les dispositions ont été prises par la PNA. Nous attendons le retour du fournisseur qui va réagir incessamment. Dès que son autorisation d'exportation est disponible au niveau de son pays, il va le livrer. Le centre de santé de Kédougou est plus malade même que les patients qu'il reçoit quotidiennement. Une salle d'urgence qui menace ruine et qui ne dispose que de 3 lits. Pas de médecin-chef de district. Les autres médecins sont aux abonnés absents toutes les après-midi pour une localité qui a été érigée en région depuis 2008. Ibrahima Diabakhate. Le centre de santé de Kédougou fait face à d'énormes difficultés dans son fonctionnement. Outre l'absence des médecins les après-midi, c'est la gestion des urgences qui fait grincer beaucoup de dents. Mamadou Sadiakou est conseiller départemental. Quand il y a urgence, les gens ne savent pas à quel sein se vouer. Tout dans l'après-midi, nous sentons que les médecins ne sont pas là et on a affaire qu'à des infirmiers, parfois même des aides infirmiers. Il n'y a pas suffisamment de lits au niveau de la salle d'urgence. Il n'y a que 3 lits et qui sont dans un état critique. La salle d'ailleurs est dans un état très délabré et qui est insalubre. Les gens, quand ils viennent, ils savent pas parfois à qui s'adresser. Un des médecins adjoints que nous avons rencontré reconnaît ces difficultés. Toutefois, il invite les populations à faire preuve de compréhension. Docteur Danfaha. Nous sommes conscients de ces problèmes parce que c'est des choses que nous vivons tous les jours. Mais il faut que la population comprenne que l'absence d'hôpital fait que le centre de santé aujourd'hui est un centre de référence, donc qui reçoit beaucoup plus de malades qu'il ne devait. Donc, qui ne répondent pas aux normes parce qu'on a une salle d'urgence avec 1 lit et 3 lits d'hospitalisation. Donc s'il y a des problèmes, des accidents, s'il y a beaucoup de malades qui viennent en même temps, il y a toujours ce problème qui est au devant. Avec un personnel qualifié qui tourne autour de 30 agents sur 124, le centre de santé a du mal à satisfaire tous ses patients. Au-delà des difficultés de fonctionnement du centre de santé, c'est le district sanitaire même qui souffre d'un manque de médecins-chefs de district. Celui qui était là est affecté à Diourbel depuis 3 mois et continue toujours de gérer le district sanitaire de Kédougou à distance. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Vous avez bien entendu, nous parlons là du centre de santé référence dans toute la région. Kédougou n'a même pas d'hôpital, une véritable aberration si l'on sait que cette partie du Sénégal oriental est l'une des régions les plus riches dans son sous-sol, mais manifestement l'or de Kédougou ne sert pas encore la région. Commentaire signé Abdoulaye Cissé. Et pourtant, à Dakar encore, on se plaint toujours des conditions d'accueil et d'admission, même dans les plus grandes structures hospitalières. Certains grands hôpitaux aussi ne disposent pas de toutes les spécialités. Pourtant, on peut bien s'accommoder de ces manquements eu égard aux efforts d'équipement et de modernisation faits par le ministère de la Santé. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu à Kédougou pour mériter leur sort? Cette situation n'a pourtant rien de surprenant, sauf qu'elle nous met une claque quand elle est exposée sous nos yeux. Toute une région laissée à elle-même, et ce ne sont pas les promesses à venir des spin doctors du palais ou du ministère de la Santé, prêts à tout pour nous enfumer, qui vont nous convaincre que Kédougou sortira bientôt de son désert médical. Il est où le principe de l'équité territoriale, de la justice sociale? Personne, aucune contrée ne mérite d'être ainsi oubliée dans le progrès social. Kédougou région, on se demande encore pourquoi. C'est vrai qu'on peut remercier encore le bon Dieu d'être dans notre confort précaire de Dakar, mais il ne fait pas bon d'être résident à Kédougou et on comprend pourquoi les médecins vont chercher l'air ailleurs. On ne les excuse pas, mais la responsabilité première, c'est l'État, toujours et toujours. Abdoulaye Cissé, le ministère de la Santé réagit. Il promet que tous ces problèmes notés à Kédougou ne seront plus bientôt qu'un mauvais souvenir. Le directeur des ressources humaines annonce qu'un médecin-chef et un pédiatre sont affectés à Kédougou. Écoutons Soukandela Diouf au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Kédougou, à l'origine, parle non pas de pédiatre. Le MPD aussi a été muté. Mais concernant ces deux profil personnel, je peux vous assurer que les notes sont en cours et que dans un très très bref délai, on mettra en route le médecin-chef de Kédougou et le pédiatre qui a été identifié.
Donc pour ces deux profils-là, il n'y a pas de souci à se faire. Vous savez, Kédougou a un centre de santé. Kédougou n'a pas encore son hôpital, mais c'est une question qui va être définitivement réglée en novembre 2020, parce que nous sommes en train de construire un hôpital à Kédougou où effectivement les grosses œuvres sont à hauteur de 85%. Donc ce sera bientôt une vieille histoire, l'histoire de l'hôpital de Kédougou. En attendant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a renforcé le centre de santé avec un chirurgien, un pédiatre, un chirurgien, un gynécologue, des médecins, et nous sommes en train de mettre en route un pédiatre et le médecin-chef. Ça veut dire que nous avons au moins tenu compte de l'éloignement de cette zone pour mettre des profils qui normalement ne sont pas attendus dans les centres de santé. En cette journée mondiale du diabète, nous nous sommes intéressés au lien diabète et obésité. Des personnes en surpoids interrogées pensent qu'il n'y a aucun rapport. D'autres, par contre, pensent qu'il faut surtout faire du sport pour se prémunir de toute surprise. Reportage à Pikine, Nongoka. Croisé à Pikine, rue 10, Boyegui donne de l'aumône à deux talibés le temps de trouver un véhicule pour se rendre en ville. Même si elle est pressée, la dame d'une forte corpulence tient quand même à lever une équivoque. Pour elle, toute personne obèse n'est pas forcément diabétique. Mamadou Sek, lui aussi, est presque du même avis. Même s'il relativise, il estime que les causes du diabète sont à regarder ailleurs. Il y a certaines personnes qui ont le diabète par hérédité. Il y a certaines personnes qui ont le diabète parce qu'ils ont attrapé le diabète à cause de leurs parents. Parce que les parents sont souvent des diabétiques. Donc, ils ont cette hérédité. Mais actuellement, au Sénégal, la majeure partie des diabétiques l'ont eu à cause de leur façon de vivre, leur façon de manger. Parce qu'actuellement, il y a des gars qui sont minces et qui ont le diabète. Il y a des gars qui sont gros qui n'ont pas le diabète. C'est-à-dire, au Sénégal, maintenant, on mange mal, très mal. Moustapha Thiam se veut très clair. Pour lui, toute personne obèse sans activité physique s'expose. Généralement, les gens qui sont obèses, pour la plupart des cas, ce sont des gens oisifs, donc qui n'ont aucune activité physique, ou bien qui n'ont aucune activité. Donc tout ça, ça favorise le diabète. Alors au Sénégal, nous savons que nous consommons beaucoup de riz, nous consommons beaucoup de sucre, et tout ça, c'est des facteurs favorisants. Le diabète et l'obésité, ça a un lien étroit. Malheureusement, dans notre pays, on n'a pas la culture d'aller se faire dépister. Au Sénégal, le taux de prévalence du diabète est estimé à 3,4%. Nongaka Pikine, RFM. Et dans le département de Tivaouane, beaucoup d'écoles ont fermé parce que menaçant ruine à Mboro Ndondekat, situé sur le littoral. Les toits des salles de classe ont été emportés par les fortes pluies. Cri du cœur des enseignants dans cette correspondance de Cheikh Anta Diop. Presque toutes les écoles situées sur le littoral n'ont pas encore démarré les enseignements apprentissages. D'Omboro Ndondekat en passant par Golgaïndé, Kerdjibi, les salles de classe menacent ruine. Ousmane Nyan est le directeur de l'école élémentaire Golgaïndé à Mboro Ndondekat. Mais jusqu'au moment où je vous parle, les enseignements apprentissages au niveau de Ndondekat et de Golgaïndé n'ont pas démarré. Pourquoi? Faute de bâtiments. Parce que durant l'hivernage, il y a eu des dégâts extrêmement importants. Il y a les autorités locales qui ont même fait le déplacement jusqu'à Ndondekat. De visu, ils ont constaté que ce n'était pas possible de dérouler les enseignements apprentissages. On nous a intimé l'ordre quand même de ne pas faire entrer ces élèves-là dans ces bâtiments. Les élèves ne viennent pas, sauf les CM1 et CM2. Parce que là, ça ne peut pas attendre. La situation des écoles dans le littoral, ces enseignants ont tenu à interpeller les autorités pour qu'elles portent leur voix auprès du ministre de tutelle. Siley Gorbalsi, le président de la coalition nationale éducation pour tous au Sénégal, a invité les autorités à aider les enseignants de cette zone. Nos missions traditionnelles, c'est de faire un plaidoyer pour une éducation de qualité pour tous. C'est dans ce cadre que nous avons quand même informé et sensibilisé les autorités éducatives de ce pays pour vraiment essayer de trouver des solutions idoines du système éducatif de cette zone des Niayes. Il y a aussi de sérieux problèmes de scolarisation des enfants dans la zone des Niayes. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta, le CNCR étale ses inquiétudes par rapport à la décision que le gouvernement aurait prise de ne pas subventionner le prix de l'arachide cette année. Cette mesure peut avoir des conséquences sur la campagne arachidière selon l'organisation paysanne. Elle dit non alors à tout prix inférieur à 210 francs CFA. Le CNCR demande aussi à l'État de payer le restant de la dette due aux huiliers. Son porte-parole Sidiba, interrogé par El Hadj Ndiogoudien. Certains huiliers hésitent que si le prix est appliqué à 210 et que l'État ne subventionne pas, puissent ne pas s'impliquer dans la commercialisation.
Et ça, qui ne s'implique pas, il y a un acteur clé de la commercialisation qui ne s'implique pas dans ce processus. C'est des choses qui vont créer quelques problèmes. Et j'espère que les gens vont discuter, échanger avec eux pour voir dans quelle mesure, pourquoi l'État refuse de subventionner et quels sont les arguments qu'ils mettront sur la table. Et les gens vont échanger et discuter. Mais je sais que nous, à notre niveau, en tant que producteurs, nous avons dit aujourd'hui, et cette année plus particulièrement, que le prix du kilogramme d'arachide en dessous de 210, c'est la catastrophe. Parce que les productions ne sont pas d'abord au rendez-vous et que l'arachide acheté en dessous de ce prix-là, nous allons connaître une année assez compliquée. Et probablement, ils reprochent à l'État de ne pas respecter ses engagements vis-à-vis d'eux. Parce que 2 années, ils ont acheté l'arachide à 210 kilos et l'État avait pris l'engagement de leur régler les factures, le différentiel. Mais il me semble que ce différentiel, jusqu'au moment où je vous parle, selon les informations que j'ai eues, n'était pas encore réglé. Nous pensons qu'ils doivent échanger. Pourquoi l'État ne subventionne pas? Et nous pensons qu'il est bon qu'il quitte autour d'une table et voir. Il avait pris des engagements les 2 dernières années, à savoir qu'ils achètent les prix du kilogramme à 210 francs. Quelque part, l'État va les compenser et que l'État respecte les engagements qu'il avait pris il y a 2 ans de cela. La société française Suez ne pourra pas techniquement s'installer le 1er janvier prochain. C'est la conviction des travailleurs de la Sénégalaise des eaux. Ils estiment que les conditions ne sont pas réunies et déplorent les retards dans le processus d'attribution du contrat d'affermage pour la gestion de l'eau. Eliman Diouf, le coordonnateur de l'intersyndicale des travailleurs de la SDE, était l'invité de RFM Matin. Vous suivez le grand journal sur la RFM à 12h17. L'actualité politique. Les auditions dans l'affaire Petro-Tim ont repris aujourd'hui après quelques jours de pause face au doyen des juges Guillaume Julien Dafo, country manager de Cosmos, et Géraud Moussavi, représentant de BP au Sénégal, en direct du palais de justice de Dakar. Mamoudou Amar Ndione, bonjour. Bonjour Binta Diallo. Que peut-on retenir, Amar? Oui, le balai des personnalités dans le bureau du doyen des juges Sambassal se poursuit. Ce matin, comme vous l'avez dit, c'est tout d'abord Géraud Moussari qui s'est présenté vers 9h30. Le représentant de BP au Sénégal, British Petroleum, a fait environ 1h30 de face à face avec le juge d'instruction puisqu'il est sorti à 11h. Interpellé par la presse, il balance « J'ai répondu au juge, je lui ai dit tout ce que je sais » et on a eu une très bonne discussion, fin de citation. Après, il est rentré dans son véhicule en compagnie du communication manager de la société britannique Ousseynou Diakhaté et d'un autre manager. Après, Géraud Moussari, le représentant de BP au Sénégal, c'est Guillaume Julien Dafo, le country manager de l'autre société pétrolière Cosmos Energy qui a franchi le seuil du bureau du doyen des juges. Comme son prédécesseur, il est en train d'être soumis aux questions relatives à l'affaire Petro-Tim. C'est tout donc ce qu'on peut retenir pour l'instant. Binta Diallo, Mamadou Amar Ndione du palais de justice de Dakar pour la radio Futur Média. Merci beaucoup Mamadou Amar Ndione, comité directeur de LDR Yessal, un parti que dirige Modou Diagne Fada. Rencontre prévue à 17h au siège de cette formation politique à Face de l'Orme. Il sera question de l'actualité politique mais également de la campagne arachidière. Modou Diagne Fada étant par ailleurs le directeur général de Sonacos. Vous le savez sans doute, le général de corps d'armée, directeur de la justice militaire, Cheikh Sène, n'est plus patron de la gendarmerie nationale. Il a été remplacé à ce poste par le général de corps d'armée Jean-Baptiste Tine. Ce matin, il a fait ses adieux à l'institution militaire. Il a le sentiment du devoir accompli, une gendarmerie à hauteur d'homme, la sécurité de proximité. Mohamed Ali Mouba. Les adieux du général de corps d'armée Cheikh Sène à la gendarmerie nationale. Après 15 mois de bons et loyaux services, il se retire avec le sentiment d'avoir fait ce qui pouvait l'être. En faisant de la prévention et de l'anticipation les piliers de notre stratégie. L'opérationnalisation des communautés de brigade avec des unités de proximité à Anne-Maris, Koki, Ngensar, Ngaparou, Nianing, Tiéneba et très bientôt à Yoff, Cité Avion, Nord Foire, Ndiaganyao, Ndangalma et Ndiassane.
à contribuer au renforcement de notre partenariat de sécurité. Dans son discours, le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, a rendu un hommage au patron de la gendarmerie sortant, Maître Sidiki Kaba. Il a été un collaborateur précieux, dont l'engagement, l'exemplarité et le courage, jamais démentis, la densification du maillage territorial et l'érection d'unités spécialisées ont très vite favorisé une meilleure prise en compte des menaces de l'heure, notamment la persistance du grand banditisme, de la criminalité transnationale organisée, du terrorisme et de la cybercriminalité. Le général Baptistine, qui remplace le général de corps d'armée Chersen à ce poste, prend fonction officiellement le 21 novembre prochain. Reposez! RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Georges Déthié Diop. Bonjour Georges. Bonjour Binta. En Guinée, le Front national de défense de la Constitution encore dans la rue. Oui, marche à l'instant dans les rues de Conakry où nous retrouvons d'ailleurs le chargé de la communication du FNDC, Abdoulaye Oumou. Bonjour Abdoulaye. Bonjour à vos auditeurs. Alors Abdoulaye, vous êtes dans la rue, manifestation contre un troisième mandat pour un respect donc de la Constitution. Jusqu'où comptez-vous aller ? Oui, comme vous le constatez avec nous, nous sommes à l'acte 4 de nos manifestations, c'est-à-dire la 4e manifestation contre le pouvoir dictatorial de Alpha Condé qui est en train de s'installer dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le président avait prêté serment par 2 fois sur une constitution et cette constitution ne permet que 2 mandats pour le président de la République, c'est-à-dire 2 mandats non renouvelables. Ouais. C'est maintenant en voulant tripatouiller cette constitution que le peuple de Guinée en unisson s'oppose à cette forfaiture. Aujourd'hui, on devait bouger du rond-point de l'aéroport ici pour l'esplanade du palais du peuple, mais à la dernière minute, les autorités ne veulent pas qu'il y ait la paix. Ils sont en train de nous interdire l'accès du palais du peuple qui a une esplanade très large qui pouvait contenir nos manifestants aujourd'hui. Nous constatons cela, nous avons vu que l'itinéraire a été bloqué par les agents de FDS, mais nous sommes une structure de paix, de quiétude et surtout une structure très citoyenne. Nous allons aller jusqu'où il y a le barrage, nous allons tenir notre premier meeting et nous allons aller vers l'esplanade du stade du 28 septembre pour faire notre meeting, sachant bien que la foule qui est là aujourd'hui également ne peut pas contenir l'esplanade du stade du 28 septembre. Alors vous avez donc réussi le pari de la mobilisation? Oui, nous avons reçu le pari de la mobilisation, ça ne fait que commencer parce que le cortège n'a pas encore bougé. Comme vous le savez, quand le cortège bouge, la foule se multiplie. Et on peut avoir, dans l'acte 4 aujourd'hui, on pourra nous avons eu lors des 2 manifestations, ça c'est clair. Et n'eût été cette communication dissuasive des autorités aujourd'hui, je pense que tout le peuple de Guinée serait dans la rue. Mais on a compris qu'il y a une panique du côté de l'État. On essaie de créer la psychose pour empêcher les pauvres populations guinéennes d'exprimer pacifiquement leurs droits. Merci Abdoulaye Oumou, chargé de la communication du FNDC, le Front pour la défense de la Constitution, Binta. Et au Burkina Faso, suspension d'un parti d'opposition qui s'en est pris au président Kaboré. Il s'agit du FPR, le Front patriotique pour le renouveau. Il a été suspendu de toute activité pendant 3 mois par arrêté ministériel. Le parti a réclamé la démission sans délai du président Roch Marc Christian Kaboré et du gouvernement. Le FPR avait dépeint une situation nationale exécrable sur les plans économiques, social et sécuritaire avec le terrorisme qui avance à grands pas et met à nu l'incapacité des gouvernants à sécuriser la nation. Ce sont les termes utilisés par le parti durant cette période donc de suspension. Le FPR ne pourra pas organiser des réunions publiques. Le parti se refuse à tout commentaire avant la réunion de la direction du FPR. Et en Tunisie, Georges, Rached Ghannouchi à la tête du Parlement. Le chef historique du parti Ennahda, arrivé en tête des législatives, a été élu hier président du Parlement. Élection dès le premier tour à la majorité absolue avec 123 voix sur 127 après un accord avec le parti libéral Kalb Tounes de Nabil Karoui. Cette élection intervient au moment où Ennahda prépare à annoncer d'ici vendredi le nom de la personnalité choisie pour former un exécutif. Merci beaucoup Georges. Parole aux auditeurs. L'actualité.
Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Quelle date pour les élections locales? On en parle d'un point de vue avec Cheikh Sarr, membre du pôle de la majorité à la commission du dialogue politique, et Ndiaga Sylla, expert électoral, membre de la société civile. RFM Sport. Les sports, c'est avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Binta Diallo. Basket féminin, début aujourd'hui du tournoi de préqualification olympique. Les Lions jouent cet après-midi. Ce sera contre l'Angola, match prévu à partir de 16h. L'équipe qui est bien arrivée et qui se concentre sur l'essentiel. Ce sont là les propos de la nouvelle capitaine de l'équipe, Mamarissi, joint au téléphone par Sodetiam. L'Angola a une belle équipe, donc c'est une équipe qu'on a toujours pris au sérieux parce qu'elles font partie des meilleures équipes africaine. Donc c'est un match très sérieux où on n'a pas le droit à l'erreur, à nous de se concentrer du début à la fin pour faire un très bon match et se rassurer, rassurer tout le monde. Il faut juste que les choses démarrent, après on verra. On a bien intégré les nouvelles joueuses, donc on connaît les directives, qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, le reste, c'est à nous de le prouver sur le terrain, on va faire le nécessaire. A précisé que le Sénégal va effectuer sa deuxième rencontre samedi prochain à partir de 13h30 GMT contre le Mali, mais en ouverture déjà, retenez qu'à 13h30, le Nigeria va en découdre avec la République démocratique du Congo. Tour cycliste du Sénégal, la 4e étape lancée ce matin. C'est un circuit fermé, Sali Plateau, Dias, Ngaparo, long de 137 km. Tous sont à l'assaut du maillot jaune porté par le Rwandais Didier Mounyenzaza sur la route du Tour en direct sur notre investisseur. Abdoulaye Diop, bonjour Abdoulaye. Bonjour cher Tidjane, vous l'avez dit, la 4e étape, 18e édition du Tour du Sénégal. Donc on va prendre départ aujourd'hui à Sali, Plateau de Dias et Ngaparo. C'est un circuit fermé d'une distance de 147 km. Retenez juste que c'est le Rwandais Didier Mounyenza qui a donc le maillot jaune et qui a une distance de 3 minutes 13 secondes de l'Allemand Thomas Linnert qui porte actuellement le maillot vert. Aujourd'hui encore, sûrement les Allemands vont faire de leur mieux pour au moins se glaner quelques secondes ou bien quelques minutes pour rattraper le maillot jaune parce que ça reste plus que 3 étapes dans cette 18e édition du Tour du Sénégal. Cher Tidiane, c'est ce qu'on peut retenir donc de ce départ. Retenez que 147 km, un circuit fermé entre Sali, Portudal, Plateau de Dias et Ngaparo. Et nous allons parler football pour terminer. Suite ce jeudi de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, en derby ouest-africain ce soir à 19h à Bamako entre le Mali et la Guinée. Accra, ce soir toujours, le Ghana va en découdre avec l'Afrique du Sud. La RD Congo accueille le Gabon. Toujours ce jeudi à 16h, l'Égypte sans Mohamed Salah croise le Kenya à la même heure à Lomé. Le Togo s'oppose aux Comores. L'Algérie, championne d'Afrique, remet son titre en jeu face au Chipolopolo Zambien. Pour ce qui concerne les résultats, il faudra noter hier la victoire du Sénégal face au Congo 2-0. Les Lions qui quittent à l'instant Dakar pour Eswatini où ils vont jouer dimanche contre l'Eswatini justement pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires. Le Cameroun, pays organisateur plutôt, tenu en échec hier à domicile par le Cap-Vert sur but partout. Nigeria 2, Bénin 1. Angola battu par la surprenante équipe gambienne hier à la maison sur le score de 3-1 à Luanda. Sierra Leone 1, Lesotho 1, République centrafricaine 2, Burundi 0, Namibie 2, Tchad 1, 0 but partout entre le Burkina Faso et l'Ouganda. Le Soudan a reçu et battu Sao Tomé et Principe sur le score de 4-0. Nous parlons à présent de la 9e journée des qualifications de l'Euro 2020. Entre autres matchs attendus aujourd'hui à partir de 19h45, Angleterre-Monténégro. Les Anglais qui pourront concocter leur ticket pour la qualification si toutefois ils signent une victoire face à la formation de Monténégro. Portugal avec Cristiano Ronaldo blessé tout de même sera de la partie, va jouer à domicile contre la Lituanie et puis la France qui va tenter de se relancer dans son groupe face à la Moldavie. Une victoire serait synonyme de qualification pour l'Euro 2020 pour la formation française. Binta. Merci pour les élections locales. Nous recevons à cet effet Cheikh Sarr, membre du pôle de la majorité à la commission du dialogue politique. Bonjour Cheikh Sarr. Nous recevons également Ndiaga Sylla, expert électoral, membre de la société civile. Bonjour Ndiaga Sylla. Bonjour Binta et je salue les auditeurs de la RFM. Alors, les élections locales vont se tenir à quelle date, Cheikh Sarr? Vous qui êtes dans le secret des dieux. Bon,
dans les secrets des dieux, mais nous avons quand même l'avantage, ou pour ne pas dire l'honneur, de travailler pour qu'il y ait un processus électoral sans contestation. Et ce qui a été retenu, en fait, en tout cas jusqu'au moment où on parle, c'est que les élections locales devraient se tenir au plus tard le 28 mars 2021. Mais je précise qu'on a dit au plus tard. Oui. Tout dépendra quand même de ce que nous avons retenu au niveau de la commission du dialogue politique, où nous avons décidé de faire l'audit du fichier électoral, nous avons décidé de faire l'évaluation du processus, en plus maintenant des opérations électorales classiques. Et alors, c'est donc, pour savoir la date exacte des élections, de la tenue des élections locales, il va falloir d'abord auditer les fichiers et faire l'évaluation du processus électoral. C'est bien ça? Oui, mais il faut déterminer le temps nécessaire pour ces opérations-là. Évidemment, on ne peut pas dire qu'il faut d'abord faire l'audit et faire d'abord l'évaluation avant de fixer la date, mais il faut déterminer la période, le temps nécessaire pour ces deux opérations d'audit et d'évaluation. Vous l'avez déterminé? En fait, nous avons proposé au niveau de la commission du politique du dialogue national une durée qui tournerait entre 2 mois et 6 mois. Donc, c'est sur cette base. En plus, maintenant, des opérations électorales classiques, nous pensons que si déjà l'appel à manifestation d'intérêt est lancé, si déjà le cabinet commence à travailler, nous pourrons exactement fixer ces dates-là et savoir à titre indicatif quand est-ce ces élections pourraient se tenir. Mais en tout cas, il est prévu qu'elles se tiennent avant le 28 mars 2021. Oui. Alors, Ndiaga Sylla, aujourd'hui, si on reporte encore les élections locales, et c'est ce qui va se faire d'ailleurs, on serait en porte-à-faux avec la loi électorale. C'est ce que disent certains experts en matière politique. Est-ce que c'est bien ça? Oui, il faut dire que dans une démocratie, les élections doivent se tenir à intervalles réguliers. Il s'agit là de normes internationales qui ont été édictées par un certain nombre d'instruments juridiques. Et ces normes-là font aujourd'hui partie intégrante de notre dispositif juridique. C'est pourquoi d'ailleurs, pour ce qui concerne la présidentielle et en général pour les législatives, on organise toujours les élections à date échue. Maintenant, nous pouvons comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Mon frère, le maire Chersar, a bien rappelé justement qu'ils sont dans le cadre des travaux de la commission cellulaire chargée du dialogue politique, qui justement se penche sur l'évaluation et la réforme justement du processus électoral. Mais je voudrais simplement rappeler que l'évaluation et la réforme en fait donc du système électoral font partie justement intégrante du cycle électoral. Et ce cycle électoral, comme d'ailleurs c'est universellement reconnu, est assujetti à un calendrier précis sur lequel d'ailleurs doit reposer toute la planification en fait donc des opérations électorales. C'est donc justement dans la phase post-électorale qu'on doit normalement justement pouvoir exécuter en fait donc ces étapes-là. Mais en ayant comme repère, comme on l'a toujours fait, en ayant comme repère, je précise bien, la date du scrutin. Mais aujourd'hui, les paradigmes ont changé. Au lieu maintenant de caler en fait donc toutes les opérations liées à la phase post-électorale comme à la phase préélectorale, on a voulu justement d'abord procéder à l'évaluation. Au terme justement de cette évaluation, les acteurs veulent maintenant proposer en fait donc la date des élections. Je pense que cela n'est pas acceptable. Oui, mais justement, on a entendu l'opposition au sein du FNDR dire qu'au-delà du 1er décembre, ils ne sont plus dedans. Ils ont donné un deadline pour que tout se fasse à partir de bien avant le 1er décembre. Est-ce que c'est possible? Alors, les audits, l'évaluation et tout compris. Nous, on n'a même pas parlé de décembre. En ce qui concerne la société civile. Nous avons... Moi, je parle du Front national de résistance. Oui, je dis, ils ont prévu décembre. Oui. Mais nous proposons une date beaucoup plus rapprochée. C'est pourquoi nous avons pensé que les élections peuvent se tenir au plus tard le 28 juin 2020. Pourquoi? Parce que nous sommes partis du fait qu'il y a eu une première prorogation et que donc une deuxième prorogation qui excéderait justement 1 an serait inacceptable dans une démocratie. C'est pourquoi nous pensons, parce que ce n'est pas la première fois que le Sénégal procède justement à une évaluation et à des réformes électorales. Depuis toujours, aucune réforme, quelle que soit son ampleur, n'a dépassé 3 mois. Et en général, depuis 20 ans,
toutes les discussions autour justement du processus électoral n'ont pas duré 2 mois. Alors vous, je pense qu'aujourd'hui, il y a d'abord un problème de méthode qui se pose. Il y a véritablement un problème de démarche. Parce qu'au fond, on pouvait continuer les concertations, mais en faisant focus sur justement les conditions de participation aux élections locales. Mais ce problème de démarche est de la faute de qui? De la majorité ou de l'opposition ou de la société civile? De l'ensemble des parties prenantes. Mais en particulier des acteurs politiques. Oui. Parce qu'on a voulu, je pense, en 2016, je parle sous le thème, je prends Cheikh Sarr à témoin. Oui. Après le lancement du dialogue national par le président de la République en mai, mais nous avons mis en place une commission, un cadre de concertation sur le processus électoral. De suivi. Et qui normalement devait en réalité examiner un certain nombre de points justement impactant en fait donc le code électoral relativement à la dernière révision constitutionnelle. Oui. C'est-à-dire que la question du financement des partis, la question de l'opposition et d'autres. Mais nous nous sommes dit, compte tenu du délai réduit qui nous séparait en fait donc des élections législatives, il fallait d'abord se pencher sur les conditions justement de participation aux élections législatives. Alors nous nous avons fait, c'est qu'il a permis effectivement donc en un délai raisonnable de boucler en fait donc les travaux. Oui, là aujourd'hui, Cheikh Sarr va répondre et vous allez rebondir dans un instant. Cheikh Sarr, la société civile est convaincue que les élections locales peuvent se tenir au plus tard le 28 juin 2020, mais vous dites que selon les amendements, selon le projet de loi du gouvernement, qu'au plus tard, les locales devraient se tenir en 2021. Je voudrais préciser, Binta, d'abord que si nous sommes dans cette situation-là où on doit faire l'audit du fichier électoral et l'évaluation du processus, c'est à la suite de la proposition, pour ne pas dire de l'exigence de l'opposition. C'est parce que lorsqu'on a démarré, c'est l'opposition qui a fait considérer comme des questions préalables l'audit du fichier et l'évaluation du processus. Ils ont clairement dit qu'ils n'iront pas aux élections locales avec les fichiers actuels, mais ils n'iront pas aux élections non plus sans faire l'évaluation du processus. Et il est clairement précisé que c'est l'évaluation du processus électoral de la refonte de 2016 jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2019. Oui. Maintenant, si nous faisons des mathématiques tout simplement, en considérant, même en acceptant que l'appel à manifestation d'intérêt soit lancé le 1er décembre. Oui. Le temps de choisir le cabinet indépendant, national, international, qui doit faire ces opérations. Le temps de dérouler toutes ces opérations qui nous prendrait peut-être 5-6 mois. Le temps de prendre les recommandations et les délais, de les intégrer dans le code électoral et dans le code des collectivités territoriales. Nous pensons que, objectivement parlant, mathématiquement parlant, il n'est pas possible d'organiser les élections en mai 2020. Mais voilà pourquoi Ndiaga Sylla a dit tantôt qu'il y a eu une absence de méthode notoire au sein du mais non, du dialogue je ne sais pas politique. ce qu'on... Mais regardez, mettez-vous à notre place. Que nous, le président de la République, président de notre coalition, convie à un dialogue. Une entité importante, l'opposition, vient dire, poser comme question très rare que si l'audit du fichier n'est pas fait, si l'évaluation du processus n'est pas fait, nous ne participerons pas au dialogue. Alors que nous, ce que nous recherchons, c'est de rassurer tout le monde, que tout le monde comprenne que nous voulons avoir un processus électoral où qu'il y ait plus de contestation possible au niveau des élections. Nous avons accepté toutes les propositions pour leur montrer que lors de l'élection présidentielle de 2019, c'est le peuple qui a librement choisi le président Macky Sall en lui donnant plus de 58%. Nous sommes d'accord qu'il faut évaluer le fichier qui a été évalué il y a de cela un an seulement. Ndiaga l'a rappelé tout de suite. On avait évalué le fichier et les auditeurs avaient dit, on avait audité le fichier et les auditeurs avaient dit que le fichier était bon à 98%. Et même il y a eu un comité de suivi des recommandations. Sur les 38 recommandations, plus d'une vingtaine a été satisfaite. Ça veut dire que le fichier, nous pensons qu'il était bon pour aller aux élections locales. Mais lorsque il y a une exigence importante de la classe politique, mais la majorité a accepté pour rassurer, pour que à la sortie d'élections qu'il y ait plus de contestation, parce qu'une démocratie c'est une dynamique, il faut la renforcer à tout moment. Donc aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est pas parce que nous nous sommes trompés de méthode, mais on a suivi une logique qui a été définie par les acteurs politiques. Il faut qu'on l'assume jusqu'au bout. On vous retrouve tout à l'heure, cher Sarr. Terminé sur 1 minute avec Ndiaga Sylla. Pour rassurer, il a fallu prendre tout ce temps. C'est ce qu'a dit, cher Sarr. Est-ce que vous êtes convaincu? Moi, je pense qu'il faut avoir comme ligne de mire le respect des principes démocratiques. C'est pourquoi
nous avons pensé qu'il est bien possible de tenir les élections locales au plus tard le 28 juin 2020 et en remplissant donc tous les actes préparatoires. Et je commencerai d'abord par l'audit et l'évaluation du processus. Parce qu'en vérité, ce n'est pas la première fois que le Sénégal justement opère une refonte, plutôt un audit du fichier. Déjà, justement, c'est pourquoi nous avons utilisé un concept qui n'est pas gratuit. Nous parlons au niveau de la société civile d'audit complémentaire. Oui. Étant entendu qu'il y a un audit qui a été réalisé par un cabinet indépendant, des experts internationaux récemment, qui prend en charge la refonte totale, la refonte partielle de 2016-2017. Oui. Donc il s'agit juste d'aller faire un audit complémentaire qui prend en charge justement les inscriptions ou l'ensemble des mouvements opérés lors de justement la révision exceptionnelle en perspective de la présidentielle. Oui. Et nous avons pensé que cet audit-là devrait être mené en décembre-janvier. Oui. Et que, au préalable, il faudrait-il que les acteurs se penchent justement sur la définition des TDR. Voilà. Je rappelle une fois qu'en 2017, dès les premiers rencontres, on s'était accordé sur les TDR. Comme aussi en 2016, on s'était accordé justement sur la nécessité de discuter en fait des modalités de la refonte partielle. Alors, aujourd'hui, après cela, il est possible maintenant d'attaquer les phases préparatoires. Je vous parlais justement de la révision des listes électorales qui pourrait se dérouler à la mi-janvier et mi-février. Et maintenant, en avril, qu'on puisse justement commencer en fait donc les déclarations de candidature conformément à la loi électorale. Voilà. Encore une fois, la réforme là, la réforme elle est permanente. Il va falloir en fait donc continuer, se focaliser justement sur les questions liées aux conditions de participation aux élections. Et pour les autres questions maintenant, on va continuer le débat parce que le débat justement ne sera jamais Et vous allez continuer le débat tout à l'heure dans le journal de Mamadou Mohamed Ndiaye, Cheikh Sarr, membre du pôle de la majorité à la commission du dialogue politique, et Ndiaga Sylla,